Merci de m'avoir invité à parler du glaucome. Donc les glaucomes, j'ai bien dit les, on va voir pourquoi, sont la deuxième cause mondiale de cécité derrière la cataracte, mais c'est la première cause de cécité irréversible, c'est-à-dire que ça représente à peu près 15% de toutes les cécités. Donc les cécités unilatérales, 24%, et les cécités bilatérales, 10%. Donc la cécité bilatérale liée au glaucome, ça représente quand même 11 millions de patients dans le monde. Et il faut savoir que le glaucome touche à peu près 80 millions de patients dans le monde, dont les 3/4 sont à angle ouvert. Et ça correspond à peu près à 1 million de patients en France. Donc le glaucome, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir une destruction du nerf optique, une mort des fibres visuelles, qui va avoir un retentissement dans le champ visuel et une altération progressive. Et le champ visuel disparaît progressivement. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme sorte de glaucome? En fait, il y a les glaucomes primitifs. Donc, ça, c'est le plus fréquent, le glaucome de la personne âgée, je vais dire. Et puis, à côté des primitifs, donc dans les primitifs, il y a les héréditaires. Et puis, à côté, il y a les glaucomes secondaires. Donc, le juvénile, c'est un primitif, il est héréditaire, il est assez rare, il touche les gens jeunes, de 5 à 20 ans. C'est pratiquement tout le temps une transmission autosomique dominante. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est des glaucomes donc héréditaires. Et ça donne des tensions extrêmement fortes, évolutives. On peut perdre un œil en 6 mois, 1 an. Donc, c'est des glaucomes potentiellement graves et c'est un traitement chirurgical. Le glaucome congénital, donc c'est complètement autre chose, ça touche les enfants de moins de 3 ans et là c'est autosomal récessif. Donc ça touche une naissance sur 15 000 à 18 000 en Occident, mais plus au Moyen-Orient parce qu'il y a beaucoup plus de consanguinité. Alors ça commence comment? Ça commence par des grands beaux yeux et puis un larmoiement clair. Pourquoi? Parce que la tension qui règne dans l'œil va faire gonfler l'œil. Et chez un bébé, en fait, la sclère, donc la coque postérieure, il y a des fibres élastiques, alors que chez un adulte, il n'y en a plus. Et donc l'œil va se distendre, donc l'œil va grossir, et puis progressivement, ça grossit tellement, mais la cornée donc, qui est devant l'œil n'est pas distensible, donc elle se fend, comme le ventre d'une femme enceinte. Et du coup, on va avoir une buphtalmie et donc des gros yeux et la cornée craquelée. Et du coup, les enfants sont très photophobes. Et puis, ça va jusqu'à l'opacité cornéenne. Donc, c'est une urgence chirurgicale. Bien sûr, il faut opérer d'emblée. On fait l'anesthésie générale pour faire le diagnostic et on l'opère d'emblée. Le problème, c'est que si on ne les a pas dépistés, parce que c'est vraiment un problème de dépistage précoce, en fait, les enfants vont garder des amblyopies très importantes à cause des vergetures cornéennes. Donc le glaucome chronique à angle ouvert, le plus fréquent, l'incidence est de 1 à 3% en Europe, mais c'est beaucoup plus fréquent dans les Caraïbes ou en Afrique. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, l'humeur aqueuse est fabriquée par le procès ciliaire, baigne l'œil et va être éliminée au niveau du trabéculum dans l'angle iridocornéen qu'on voit. Donc dans le glaucome, en fait, ça ne sort plus puisque le trabéculum est bouché, donc l'eau va rester dans l'œil, ça va entraîner une pression, une hyperpression dans l'œil, ce qui va écraser les structures et écraser le nerf optique et le détruire définitivement. Alors bien sûr, donc on a vu dans les causes, il y a l'hypertonie oculaire, mais en fait il y a d'autres causes qu'on va regarder après, les facteurs vasculaires, les facteurs génétiques, le rapport avec le liquide céphalorachidien et puis les facteurs environnementaux. Donc l'âge est un facteur puisque le glaucome chronique à angle ouvert est quand même la prévalence augmente avec l'âge et au-delà de 80 ans, on a 7,8% de patients atteints. Quand il y a des antécédents familiaux, en particulier dans la fratrie, le risque est multiplié par 3. Alors c'est pas pour l'enfant si c'est le glaucome de la grand-mère parce que c'est pas le même glaucome, mais je vous parle plutôt de la fratrie. Les mélanodermes ont des glaucomes plus fréquents, plus précoces et plus évolutifs, et le risque est donc multiplié par 3 à peu près. Et les myopes ont des fréquences beaucoup plus élevées, puisqu'on voit la prévalence est jusqu'à 11% pour des myopies supérieures à -6, ce qui n'est pas énorme. Alors, en fait, ce sont des yeux qui sont fragiles et qui vont être fragilisés pour des pressions plus basses que la moyenne.
Et en plus, on a du mal à les examiner parce que les lésions myopiques, en fait, donnent des artefacts sur les champs visuels et les OCT. Et donc, souvent, c'est difficile à diagnostiquer et on les sous-diagnostique. Quand vous voyez un myope fort qui a des atrophies du pôle postérieur, on peut comprendre qu'un peu de tension, déjà, il n'y a pas grand-chose comme fibre visuelle, et un peu de tension par-dessus va écraser tout ça. Et donc, il y a un risque de malvoyance énorme chez les myopes forts. Tout le monde ne devient pas aveugle par le glaucome, mais les myopes forts sont vraiment, en plus, enfin, ça favorise la cécité parce qu'en plus, il y a les lésions rétiniennes et évolutives. Il y a un équilibre entre la pression oculaire et la perfusion vasculaire du nerf optique. Donc, quand vous avez une augmentation de la tension oculaire, ça va écraser les vaisseaux et ça diminue le flux sanguin dans la tête du nerf optique. Et par contre, si vous avez une maladie qui fait que le sang n'arrive pas à l'œil, il y a une diminution de la perfusion. Là aussi, on va avoir une diminution du flux sanguin dans la tête du nerf optique. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont aggraver le glaucome, mais aussi par le biais d'une hypoperfusion. Donc on a par exemple l'hypertension ou l'hypotension qui modifie le calibre des vaisseaux, qui va favoriser ces facteurs de risque vasculaire. Et on sait que c'est plutôt les hypotensions artérielles diastoliques nocturnes qui sont délétères, d'autant plus que souvent la tension de l'œil monte la nuit. Et on a un retentissement plus important chez les patients âgés parce qu'il y a des comorbidités. Et puis dans ces glaucomes à pression modérée ou peu élevée, où là le facteur vasculaire va prendre une importance plus importante. Donc il faut rechercher ces facteurs de risque vasculaire systématiquement. Donc d'autres facteurs qui abîment la perfusion oculaire, enfin qui diminuent la perfusion oculaire. Il y a le syndrome vasospastique, donc la maladie de Raynaud, le diabète, l'artériosclérose, les sténoses carotidiennes, la myopie forte. Donc ça agit sur le calibre des vaisseaux. Il y a les hémopathies qui vont augmenter la viscosité sanguine. Et puis il y a le rôle d'apnée du sommeil qui est pas très bien compris. En tout cas, de toute façon, si vous avez une ischémie du corps entier la nuit, vous avez aussi une ischémie du nerf optique. Dans les facteurs environnementaux, on commence à mieux les connaître. En particulier, ils ont été étudiés chez les agriculteurs qui utilisent des pesticides. Et il y a quand même pas mal de maladies neurodégénératives, comme vous le savez, mais aussi des glaucomes plus fréquents. Alors les glaucomes secondaires, c'est autre chose. C'est qu'en fait, il y a une cause qui va détruire le trabéculum et donc qui va donner des pressions intraoculaires élevées, sont souvent des glaucomes très hypertones, évolutifs, et le traitement est plus chirurgical. Donc, les plus fréquents, c'est les exfoliatifs et les pigmentaires. Donc, dans le pigmentaire, c'est des pigments qui bouchent le filtre. C'est plutôt des gens jeunes. L'exfoliatif, en fait, on fabrique des dépôts qui vont boucher le filtre, et ça donne des tensions très élevées. Et puis après, il y a toutes les autres causes qui vont abîmer le trabéculum. Si vous avez eu un traumatisme, si vous avez eu des uvéites, si vous avez eu un décollement de rétine avec silicone ou des choses comme ça, en fait, ça a abîmé définitivement le trabéculum, donc ça passe plus. Et souvent, c'est chirurgical. Le glaucome à angle étroit, lui, c'est une malformation anatomique du segment antérieur. Donc en fait, on a un œil plus petit et un cristallin qui est plus en avant et plus gros. Et souvent aussi, on a des lésions dans le procès ciliaire, des kystes ou un iris plateau qui renforcent cette poussée en avant. Donc comme le cristallin augmente avec l'âge, en fait, on va avoir de plus en plus cette poussée sur l'angle iridocornéen et ça va se fermer progressivement. Donc l'humeur aqueuse ne sort plus et c'est là qu'on a une hypertonie oculaire. Alors ces glaucomes à angle fermé, ils représentent que 25% des patients, mais 50% environ des cécités. Donc c'est des glaucomes potentiellement graves parce que ça passe souvent inaperçu, on peut avoir des blocages la nuit, des hypertonies oculaires nocturnes, et en fait on ne s'en rend pas compte et ce n'est pas obligatoirement douloureux. Alors, qu'est-ce que ça donne, un glaucome? Donc, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Il n'y a pas de signe perceptible. C'est bien le problème. Donc, il faut absolument la diagnostiquer lors d'un dépistage. On cherche les atteintes au niveau du nerf optique et puis une détérioration aussi du champ visuel. L'hypertonie oculaire, je l'ai mise après parce qu'on peut avoir des glaucomes sans tension. Donc, c'est important, on sait que c'est un facteur de risque, mais on peut avoir des glaucomes sans tension. Alors, le problème, c'est quand le champ visuel est atteint, ça veut dire qu'en fait, les fibres visuelles, elles sont atteintes depuis un sacré bout de temps. Parce que le champ visuel va mettre en évidence des lésions que quand il y a un certain nombre de fibres visuelles qui sont atteintes, et on peut déjà avoir une maladie qui progresse depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on voit au fond d'œil? Eh bien, vous voyez des trous dans le nerf optique, des hémorragies, des diminutions des fibres visuelles. Alors,
Après, on peut avoir aussi des atrophies, mais qui sont plus en rapport souvent avec des myopes. Dans les fibres visuelles, l'OCT des fibres visuelles, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une diminution des fibres visuelles, qui sont caractéristiques dans les faisceaux temporaux supérieurs et inférieurs, plutôt caractéristiques de glaucome. Et puis, on va faire un champ visuel. Alors, à quoi sert un champ visuel? Est-ce que vous savez? Je pense que vous savez, mais finalement, parfois, les patients ne le savent pas. Donc, c'est le seul examen qui analyse la fonction. En fait, quand vous voyez une main, par exemple, bon, elle a l'air à peu près normale, mais vous ne savez pas si je peux la plier. Ben là, c'est pareil, le champ visuel. On voit le nerf optique. Voilà, le nerf optique qui est là. Bon, il n'est pas très beau. Hein. Est-ce que c'est une maladie ou pas? Est-ce que le champ visuel est comme ça ou comme ça? C'est pas du tout la même chose. Et en fait, pour lui, c'était le champ visuel qui était inférieur. Donc, c'est une dysmorphie du nerf optique. Il est moche, son nerf optique, mais il fonctionne bien. C'est ce qu'on lui demande. Donc le champ visuel, ça sert à connaître la gravité de la maladie, le retentissement sur la qualité de vie, ça permet de voir l'évolution de la maladie, et ça permet aussi de faire un diagnostic différentiel, parce que, par exemple, quand on voit une atteinte quadranopsique latérale homonyme comme ça, on sait que ce n'est pas du glaucome, parce que les atteintes du glaucome vont suivre les raphés des fibres visuelles qui est très particulier, et donc ça ne peut pas donner n'importe quoi, un glaucome. Au début de la maladie, donc on a vu, c'était plutôt les fibres visuelles qui étaient atteintes, donc le champ visuel standard ne va pas être très utile. On va utiliser plutôt du FDT matrix ou du bleu-jaune. Après, à un stade standard de la maladie, on utilise le champ visuel standard, mais après, quand la maladie est très évoluée, il faudra aussi utiliser d'autres champs visuels, comme des maculaires, on utilise des stimuli à plutôt 5, ou un champ visuel de Goldman. Par exemple, ce patient qui a un glaucome avéré, caractéristique, avec une atteinte au niveau du nerf optique des fibres visuelles, le champ visuel standard est normal, alors que le champ visuel matrix montre le déficit concordant tout à fait spécifique du glaucome. À l'opposé, dans les glaucomes très sévères, sur quoi se base-t-on en fait? Il faut aussi faire le point sur la qualité de vie, ces gens-là. Alors, en fait, c'est quel est l'état du point de fixation et quel est l'état du champ visuel périphérique. Donc pour le point de fixation, on va surtout utiliser des champs visuels maculaires, alors que pour le champ visuel périphérique, d'ailleurs c'est ça qui permet de savoir si les gens se déplacent bien dans la vie de tous les jours, on utilisera du Goldman ou du champ visuel binoculaire ou des stratégies 60 degrés. Le champ visuel binoculaire est vraiment intéressant pour comprendre le retentissement dans la vie de tous les jours. Et c'était pas mal détaillé dans le rapport de Xavier Zalonghi sur l'aptitude visuelle. Et en fonction des déficits glaucomateux, on pouvait savoir le retentissement qu'avaient les patients et les prendre en charge après. Quand vous voyez un patient comme ça, où finalement le patient voit surtout avec son œil droit, qui a un champ visuel microscopique, on sait que ça va mal se finir relativement rapidement, parce que plus c'est atteint, plus ça va vite en fait. Et on sait que les facteurs de cécité dans le glaucome, c'est des glaucomes avec des très fortes hypertonies, ou alors si le glaucome était déjà très grave au moment de la découverte, parce qu'on voit encore des dépistages très tardifs, et aussi la durée de l'évolution de la maladie, donc si ce sont des patients jeunes ou si les patients sont décédés très tardivement. C'est le problème de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc le traitement du glaucome, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à diminuer la pression intraoculaire, parce que malheureusement, on ne sait faire que ça. Donc souvent, on se base pour essayer de diminuer de 30% la pression intraoculaire. Il faut aussi, comme on l'a vu, optimiser les facteurs de risque vasculaire, donc il faut aussi s'occuper de ça, parce que ce sont des facteurs aggravants. Et puis, prendre en compte la qualité de vie, comme dans toutes les maladies chroniques. Il y a des problèmes d'observance, de tolérance des traitements, et puis des problèmes psychologiques aussi. Donc ça, c'est important, parce que sinon, sur des maladies chroniques, les patients ne vont pas tenir. Donc en tout cas, le traitement n'enlève pas de glaucome, et ça stabilise la maladie. Et on sait donc que tous ces patients, à l'annonce du glaucome, ils ont déjà un syndrome dépressif, alors que même s'il n'y a pas de retentissement dans leur vie de tous les jours, le fait d'annoncer qu'il y a un glaucome, donc c'est vraiment, ça entraîne une perte de l'image de soi. Et du coup, il faut vraiment faire attention, quand on va les traiter à vie, il faut aussi prendre en compte ça. Donc le but du traitement, c'est d'éviter ça, c'est-à-dire d'éviter l'évolution, et de stabiliser la maladie, même si on la prend tardivement, ça sert à quelque chose, on peut garder ces champs visuels-là pendant plusieurs années, voire 20 ans, 30 ans. Le problème, c'est qu'en fait, tous les glaucomes ne se valent pas.
Et il faut faire un traitement personnalisé. Il ne faut pas... vous voyez, à gauche, vous avez un patient qui a une hypertonie oculaire simple. De l'autre côté, vous avez un glaucome qui est quand même déjà avancé. Donc, si c'est un homme, enfin, si c'est quelqu'un de jeune, ça va être problématique dans l'avenir. Donc, il ne faut pas surtraiter des gens qui ne seront jamais aveugles, qui ne seront jamais gênés. Mais il ne faut pas non plus sous-traiter quelqu'un qui va évoluer ou qui a un glaucome particulièrement évolutif. Et ça, c'est vraiment la difficulté du clinicien, c'est qu'il ne faut pas traiter tous les glaucomes de la même façon. Et donc on se base, on essaye de comprendre la pression cible en fonction de l'atteinte glaucomateuse, de l'espérance de vie, etc., du taux de pressionnel, pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Donc au départ, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les collyres, les lasers, et puis après on passe à la chirurgie. Maintenant, il y a des chirurgies micro-invasives qu'on pourra peut-être utiliser un petit peu avant, et puis toutes ces chirurgies filtrantes qui existent. Donc l'efficacité augmente quand on va de la gauche vers la droite, mais bien sûr, les risques de complications augmentent aussi. Le traitement médical donc va agir soit en diminuant, soit en augmentant l'évacuation de l'humeur aqueuse, soit en diminuant la sécrétion d'humeur aqueuse. Malheureusement, le traitement médical, de temps en temps, on a des allergies, des intolérances, et au long cours, c'est pas si bien toléré que ça. Et puis il y a la contrainte. Le laser, ça peut être intéressant justement dans ces cas où il y a une observance ou une tolérance moyenne, mais malheureusement, donc qu'est-ce que ça fait? En fait, on va nettoyer le filtre de l'œil, le trabéculum. Donc on ne fait pas de trou, on stimule la réaction de phagocytose, c'est-à-dire qu'on stimule le trabéculum pour qu'il s'auto-nettoie. Donc c'est un peu comme on passe l'aspirateur. Le problème, c'est que à la maison, c'est pareil, hein, il ne suffit pas de passer l'aspirateur une fois. Après, ça se redépose. Donc, c'est un effet temporaire. Et puis, il y a des patients qui n'ont pas un trabéculum qui peut s'auto-nettoyer. Donc, ça ne marche pas toujours. Donc, ça peut être intéressant, mais on ne peut pas tout faire avec le laser. Et on ne peut pas le faire 50 000 fois non plus, parce qu'à force de toucher le trabéculum, on peut aussi l'abîmer. Donc, parfois, il faut aller à la chirurgie, surtout donc, quand la pression n'est pas équilibrée, quand le champ visuel s'aggrave, ou quand on a une intolérance médicamenteuse, ou quand l'observance est mauvaise. Et puis, ça peut être aussi un choix thérapeutique, comme on l'a vu, quand on sait que les tensions sont très fortes chez les jeunes, qui risquent de s'aggraver et de devenir aveugles, il vaut mieux opérer d'emblée, parce que c'est quand même la seule chose qui va pouvoir avoir une pression très basse. Mais même la chirurgie ne régénère pas le nerf optique. Ça, il faut vraiment que les patients le comprennent. Donc, soit vous avez la chirurgie filtrante de référence, qui est la trabéculectomie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite valve, un petit trou protégé, une petite soupape, pour que les liquides puissent sortir de l'œil sous la conjonctive. Donc, ça donne une bulle de filtration sous la paupière. C'est quand même très efficace, mais il y a aussi des risques de complications. Alors donc, ont été développées des chirurgies micro-invasives. Donc là, par exemple, c'est l'e-stent, c'est un petit drain, un petit stent que l'on met dans le trabéculum qui va un peu ouvrir la voie. Ça fait un petit tuyau tout court. Donc, alors ça, c'est facile à faire, ça dure pas longtemps, il y a peu de suivi, peu de complications, mais c'est pas très efficace non plus. Après, on a d'autres chirurgies mixtes, c'est-à-dire que ça, c'est aussi beaucoup plus rapide qu'une chirurgie filtrante traditionnelle. Il n'y a pas d'ouverture de la conjonctive. Et on met un petit tuyau en collagène sous la conjonctive, c'est assez rapide, mais c'est pareil, il y a aussi d'autres soucis et c'est pas aussi efficace qu'une trabéculectomie. Donc il faut comprendre que de toute façon, en matière de glaucome, on fait ce qu'on peut entre le bénéfice, le risque, et c'est pour ça qu'il faut discuter sur chaque patient. Après, vous avez d'autres techniques externes, le cycloaffaiblissement au laser diode, où on va brûler le procès ciliaire pour que ça diminue la sécrétion d'humeur aqueuse. Donc, en fait, on coupe le robinet. Donc, ça peut être assez... si on fait un traitement complet, c'est quand même assez important comme traitement. C'est plutôt pour les glaucomes réfractaires. Donc maintenant, on utilise des techniques aussi plus adaptées. Par exemple, chez les patients très âgés, on fait des petits traitements pour baisser un peu, parce que ça permet de baisser la tension sans ouvrir l'œil. On a aussi des techniques micropulsées qui sont moins agressives avec moins de dommages collatéraux. Mais du coup, si c'est moins agressif, c'est moins efficace. Donc là, vous voyez les procès ciliaires qui sont ratatinés par le diode. Et puis, quand ce sont des glaucomes réfractaires, on peut utiliser parfois des valves ou des grosses chirurgies, mais ça, c'est vraiment pour le glaucome réfractaire.
Ce qu'il faut comprendre dans le glaucome, c'est très important, c'est un peu une lutte contre le temps. Parce qu'avec l'âge, il y a toujours une perte physiologique des fibres nerveuses. Et puis, moins on a de fibres nerveuses, plus on est sensible aux agressions extérieures. Donc, si vous dépistez un patient là, il vaut mieux quand même le traiter le mieux possible, parce que sinon, de toute façon, il va s'aggraver quand même un petit peu avec la perte physiologique. Donc, imaginez que vous dépistiez un patient à ce stade-là, c'est beaucoup plus difficile de stopper l'évolution, parce que de toute façon, il va perdre des fibres visuelles avec l'âge, et ça va mal se finir. Donc, plus l'atteinte est importante au moment du dépistage, plus ça sera difficile de stopper l'évolution, de ralentir l'évolution, ou moins, de toute façon, même l'évolution physiologique va devenir perceptible par le patient. Donc, quand vous voyez un jeune qui a 20 ans et qui a déjà un champ visuel comme ça, on sait qu'il faut commencer à parler de la réorientation professionnelle, enfin de l'orientation professionnelle. Donc, pour conclure, un petit résumé. Le glaucome est une neuropathie optique progressive, indolore, qui détruit de façon irréversible le nerf optique, qui évolue à bas bruit et qui peut aboutir à la cécité. C'est une maladie multifactorielle, donc c'est surtout l'augmentation de la pression intraoculaire, mais aussi on a des facteurs vasculaires et dégénératifs. Vraiment, le dépistage précoce est primordial, surtout quand il y a des antécédents familiaux. C'est un petit peu dommage de passer à côté. Le glaucome ne se guérit pas, mais il se soigne bien. Le traitement consiste à diminuer la pression intraoculaire et à stabiliser la maladie. Aucun traitement ne peut régénérer un nerf optique. Mais le message à faire passer, c'est que quand le glaucome est dépisté et traité à un stade peu évolué, la maladie peut être stabilisée et n'entraîner aucune gêne au quotidien. Donc, dépistage, traitement précoce, il faut continuer à bien voir les patients. Voilà, je vous remercie.